irlandais, sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Dites-le moi, dites-le moi. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 116 d'art dramatique. Hier j'ai fait une petite mise au point pour essayer de vous mettre en perspective à quoi pourrait être dû le talent de l'acteur. Parce que quand on parle de talent, évidemment, c'est qu'on a appliqué une méthode. Cette méthode, combien de temps elle nous a prise, qu'est-ce qu'on y a consacré, tout ça. Donc, comme je vous disais, j'ai commencé il y a plus de 30 ans la comédie, et j'ai étudié tous les jours la comédie depuis 30 ans et quelques, bon, 32 ans même, puisque c'était en 88. Voilà. Alors, comment se fait-il que finalement, je n'ai fait que très peu de films, très peu de passages, très peu de programmation, parce que j'étais très, comment je peux dire, un perfectionniste, voilà. Je voulais arriver à la perfection avant de me présenter devant le public. Et alors, j'ai réfléchi, mais comment leur faire comprendre cette espèce de perfection qu'on atteint à un certain moment? Comme je vous ai dit, il faut s'entraîner, 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 puis tout d'un coup, un jour, le ciel s'ouvre, vous voyez, comme un peu par magie, on ne sait pas trop pourquoi, le ciel s'ouvre à un certain moment, après avoir beaucoup travaillé. En général, c'est 15 à 20 ans qu'il faut travailler, avant que le ciel s'ouvre. 10 ans, c'est pas assez. Je l'ai déjà fait dans plusieurs domaines, dans les échecs, dans le football, et maintenant dans la comédie, même dans le travail. 10 ans, c'est une méthode, c'est trop court. C'est trop court pour arriver à... 10 ans, vous avez bien ingurgité le truc quand même, hein? Vous êtes déjà bon. Mais vous n'êtes pas l'excellence. Vous voyez? L'excellence, elle vient... Alors, je réfléchissais justement, mais comment leur faire expliquer l'excellence, par quoi c'est dû? Parce que c'est vrai que quelqu'un qui a par exemple 18 ou 20 ans, qui veut devenir comédien, il m'entend parler, il se dit, oh, c'est un fou celui-là, je vais devenir bon à 40 ans, moi? Eh oui. Et ceux qui sont arrivés bons à 20 ans, là, il y en a qui sont arrivés bons à 20 ans. Oui, mais comment ils ont fini? Dans des accidents dramatiques, James Dean qui se tue sur la route, Elvis qui se drogue et qui finit bourré dans un bar, Claude François électrocuté, enfin. Pourquoi? Parce qu'on se brûle les ailes. Voilà. Si on veut aller trop vite, on se brûle les ailes. Et ensuite, on ne peut plus faire face. Vous avez Michael Jackson. C'est la drogue. C'est la drogue. C'est des gens
qui, pour atteindre un certain degré de perfection, il recourt à des substances chimiques qui ensuite vont les détruire. Bon, vous avez un tas d'exemples comme ça hein, à la télévision, des artistes, même des journalistes qui se sont... Je pense à Delarue par exemple, voilà, un gars pareil, il avait un talent monstre, mais à quel prix il a payé? C'était pas du talent, c'était de la chimie. Vous voyez, moi par exemple, j'ai toujours refusé de me droguer. J'ai refusé la cigarette, j'ai refusé l'alcool, j'ai refusé les drogues. Je suis devenu une épave. Je tiens tout juste debout. À peine je tiens debout, c'est parce que je fais du sport. J'ai arrêté le sport, voilà, je suis une épave. Mais malgré tout, regardez le talent que je déploie. J'ai pas besoin de substance. Pourquoi? C'est justement à ça que j'ai réfléchi. Comment peut-on avoir du talent sans aucune drogue, sans aucun artifice, etc. En travaillant longtemps, mais comment travailler longtemps? Alors, les sages de l'Inde, les bouddhistes, les gens qui ont réfléchi, les Chinois antiques qui ont réfléchi à toutes ces choses-là depuis des millénaires, hein, l'humanité ne date pas d'un siècle ou de 2 siècles. Elle a 30 000 ans derrière nous. Hein? Le langage qu'on parle, il a facilement 10 000 ans. Bon, ça n'a pas été inventé par le latin, la langue, vous voyez? Ça a été inventé beaucoup avant, peut-être. On a retrouvé des outils humains, paraît-il, il y a 1 million d'années. Les premiers outils, mais vous vous rendez compte? Soi-disant, hein, on doute. Mais imaginez, même 100 000 ans en arrière, l'humanité ne date pas. Donc, les gens ont réfléchi avant nous. Ils ont construit des pyramides il y a 3000 ans. Hein. Ils ont fait des exploits. Les Grecs, tout ça, récemment, ils ont réfléchi à la comédie, à la dramaturgie des acteurs avec leur temple théâtral qu'il y a en Grèce, etc. Bon, ils sont arrivés à une certaine perfection. Et tous ces gens, quand on leur demande comment êtes-vous arrivés donc à cette perfection, ils vous diront tous, c'est en travaillant au moins 20 ans, en se forgeant, vous voyez, les sages pour arriver, pour éclore à l'éveil mental, bon, on vous dira qu'il faut 20 ans de travail, vous voyez. Ça, c'est ce qu'il y a dans l'humanité, c'est nos trésors qu'on a. Donc, je veux dire, il ne faut pas négliger tous les hommes qui ont été avant nous, qui ont expérimenté la vie. Qui ont expérimenté la vie avant nous et qui ont donné leurs sentiments sur ce que c'était de devenir un homme accompli. Et c'est pour ça que j'en reviens qu'il m'a fallu, j'ai commencé donc en 88, j'ai travaillé, et on peut dire que j'ai eu un éveil il y a à peu près 5 ans peut-être, où je me suis senti à peu près bon dans l'expression du comédien. Parce qu'en fait, le comédien doit atteindre un certain éveil. Un éveil, c'est similaire à un Bouddha, vous voyez, en quelque sorte. Je ne dirais pas que je suis un Bouddha, mais dans la littérature, j'obéis aux règles d'un gars, d'un sage hindou, vous voyez, d'un sage de l'Inde. Si vous regardez, moi je regarde les émissions sur YouTube, je lis de la littérature, etc. Et je m'aperçois qu'en effet, ils obéissent aux mêmes règles que je me fixe à moi-même.
Oui, j'obéis à des règles de la dramaturgie intime. Bon, c'est ce que j'appelle l'art dramatique. Les règles qui me font agir sur scène, comme le scénario dramatique, le scénario dynamique, la dramaturgie intime, l'histoire, la mise en scène, la personnalité du personnage, toutes ces règles, et puis le texte, et tout ça, je veux dire, après il y a les règles de- bon, d'adaptation, comment on s'adapte aux partenaires, etc. Et alors, c'est en fait, c'est l'adaptation qui est le plus difficile. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des règles mathématiques ou strictes dans la tête, c'est ensuite d'être flexible. La flexibilité, comment on peut appeler ça? C'est toujours un événement. La nature qui est autour de nous, elle est tellement surprenante. Pour s'adapter à cette nature, on est obligé de composer avec, en quelque sorte. Et c'est l'art de composer avec ce qui nous entoure, avec notre partenaire. Là, en ce moment, je compose avec vous, par exemple. Voilà. C'est un art de composition, tout ça. Réglages, etc. Il y a les réglages techniques, et puis après, il y a... Alors, justement, pour s'adapter à la vie, en quelque sorte, hein, parce que nous, c'est la vie qu'on vit là. Même si c'est une vie, comment on peut dire, une vie artificielle, parce que quand vous allez me revoir, automatiquement vous allez me voir dans un poste de télévision, donc ce sera une vie artificielle. Mais cette vie artificielle, il faut qu'elle obéisse à la vie réelle. Pour qu'elle obéisse à la vie réelle, il faut qu'elle soit voilà, il faut qu'il arrive quelque chose dont on ne s'attend pas et il faut gérer, vivre cette réalité. La réalité d'un silence, par exemple. Il faut pouvoir la vivre à l'écran. Je n'étais pas prévu de faire un silence. Et c'est ce qui va rendre le truc vivant. Parce que c'était pas prévu et en même temps c'était réel. Ça aurait pu être réel. C'est réel. Là, en ce moment, quand je vous parle, c'est réel, mais quand vous allez me voir, ça ne sera plus réel. C'est pour ça que c'est de la mise en scène. Puisque je ne sais même pas, à l'heure où je vous parle, si je vais pouvoir vraiment fabriquer le film, si ma caméra le tourne bien, si le film a été bien enregistré, la colorimétrie, l'enregistrement. Tout ça, ça prend des heures. Après, le film, vous ne le verrez que dans 12 heures, à peu près. Hein. Voilà. Peut-être encore. Ou 24 heures. Enfin, tout ça pour vous dire que la part d'adaptabilité du comédien, c'est la plus importante, c'est la façon dont il va gérer ce moment d'incertitude.
Et ça, les moments d'incertitude, c'est ce qui fait toute la différence. Parce que si, par exemple, vous êtes un technicien et que vous appliquez des règles, vous ne tolérez pas l'incertitude. Et c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est se débarrasser des règles pour justement apporter l'incertitude dans la scène, tout en étant capable d'obéir aux règles de la mise en scène. En ce moment, on est dans l'incertitude, mais on obéit à la mise en scène d'un cours d'art dramatique. Ce que je dis en rapport avec l'enseignement de la comédie. Je ne déroge donc pas à la règle. Et pourtant, je fais des trucs imprévus. C'est cette capacité à mêler l'imprévu avec le prévisible qui fait qu'on a une espèce d'éveil, qu'on est capable de gérer ça. Ce que j'étais totalement incapable quand je débutais la comédie. On ne peut pas gérer l'incertitude dans une scène, on ne sait pas ce qui se passe, on est paumé, on est figé, vous voyez. Quand on prend un acteur, quand on voit quelqu'un à la télévision, ils sont figés, les gars. Ils ne peuvent pas gérer ce qui se passe, ils ne peuvent pas intégrer, ils ne peuvent pas se servir du décor, de ce qui les entoure pour les intégrer à la scène. Vous voyez, c'est la gestion. Par exemple, si j'avais une partenaire, ça se verrait encore plus, la gestion. C'est-à-dire que vous auriez l'impression qu'on joue quelque chose devant vous, alors que c'est totalement imprévisible de prévoir ce qu'on va jouer. Pourtant, vous auriez l'impression que on est de bons copains, etc., qu'on avait prévu, que voilà. Parce que la capacité de s'adapter à la scène, par exemple quand je regarde Gilles, le célèbre acteur américain qui s'adapte à ses partenaires et quand il joue la comédie, il y a une faculté avec l'actrice quand ils ont joué, enfin, les grands acteurs américains. Je pense à, vous voyez très bien qui je veux dire, la fille qui jouait là, avec lui, qui joue très bien la comédie, c'est une star mondiale, elle est devenue, parce qu'elle a une capacité extraordinaire de s'adapter à l'imprévisible de ce qui se passe au moment présent, et de rendre la scène vivante, justement. Et cette capacité à s'adapter, c'est ce qui est le plus difficile à atteindre, le plus long à atteindre, parce qu'il faut se débarrasser de son ego. L'ego principal de l'acteur qui vous tire. Vous avez un ego qui, perpétuellement, qui vous demande de sourire, qui vous demande d'être agréable, qui vous demande des choses. Un ego impératif dont il faut se débarrasser. Cet ego, se débarrasser de l'ego, c'est pourquoi je dis le Bouddha, parce que le Bouddha, lui, justement, il a réussi à se débarrasser de son ego et il peut vivre la vie en offrande. Le comédien, c'est pareil. Il donne sa vie en offrande à la scène qu'il est en train de jouer. C'est un sacrifice en quelque sorte, parce qu'il a délaissé son ego, tout ce qui était plus cher à lui dans sa tête, pour tomber amoureux d'une femme qui normalement détesterait, qui n'aime pas du tout, qui ne connaît pas. Mais il va l'aimer en vrai. Il va vous donner l'impression qu'il est amoureux de cette femme, parce qu'il tombe amoureux d'elle. Oui, pour tomber amoureux d'une femme, être capable d'aimer une inconnue,
réellement pour les circonstances de la scène, bien sûr, hein, pour les circonstances de la scène, donner son cœur à quelqu'un dont on ignore tout, peut-être que c'est une personne détestable, hein, on ne sait pas. On ne peut pas dans la vie de tous les jours se forcer à aimer quelqu'un, mais là, on ne va pas se forcer, c'est-à-dire qu'on va obéir à la mise en scène. Si la mise en scène c'est de détester cette personne, on va détester cette personne, hein. C'est la mise en scène. On obéit, puisque l'acteur est là pour obéir à une histoire, hein. C'est cette histoire qu'il présente au public. Cette histoire, il faut qu'elle soit crédible. Donc, il va se programmer pour jouer le rôle. Et la programmation, alors évidemment, ça a rapport à l'hypnose ericksonienne, ça a rapport à l'auto-hypnose, etc. Mais pas seulement, si vous voulez. Il y a un rapport aussi de profonde, comment je peux dire, d'auto, c'est-à-dire que, comment peux-je dire, dans l'hypnose par exemple, vous ne faites que ce que vous voulez qu'on vous fasse faire. Là, vous faites quelque chose dont vous ne voulez pas faire en réalité. Pour faire quelque chose qui aille contre votre volonté, contre votre ego, il faut justement se débarrasser de l'ego. Pour se débarrasser de l'ego, c'est le combat le plus difficile que vous avez à mener dans votre formation d'acteur. Moi, c'est ce qui m'a le plus coûté. Je raconte bien dans mon livre que j'étais amoureux d'une fille qui était tout pour moi, enfin. Je suis un idéaliste, donc pour moi l'amour était très très haut dans ma tête. Et donc j'ai dû lâcher ce qui était le plus précieux pour moi. Puisque c'était plus précieux que ma vie, cet amour-là. C'est comme si, voilà, c'est comme si on vous demandait de lâcher votre vie. Êtes-vous capable de dire, comme un samouraï, je lâche ma vie? Pour arriver à cet état de conscience où on est capable de donner sa vie, pas dans un idéal, pas pour un Dieu, pas pour un autre idéal, non, pour rien du tout. Pour rien du tout, c'est-à-dire lâcher sa vie pour parce que cette fille qu'on aime par-dessus tout, quand on la lâche, c'est pour rien, il n'y a plus rien, il n'y a pas un deuxième amour derrière, il n'y a plus rien. Vous lâchez, vous êtes totalement comme en apesanteur, vous n'avez plus rien à vous rattacher. Vous n'êtes plus vous. Vous avez perdu votre ce qu'il y a de plus précieux en vous, quoi. C'est votre vie en quelque sorte. C'est comme si vous perdiez
quelque chose d'aussi précieux. Vous ne pouvez pas vous en lâcher. Pour arriver à s'en lâcher, il faut se battre. Se battre, si vous y arrivez. Moi, j'ai eu l'impression d'y arriver, mais je ne suis pas sûr. Je sais que, par exemple, quand je joue une scène, par exemple, ici, je joue une scène. Bon. J'étais obligé de lâcher mon ego avant de jouer cette scène. Parce que je révèle ce qui m'est le plus cher intimement. Pour révéler ce qui est de plus cher intimement, vous voyez, ça fait de la peine au début. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous dites, vous allez dire ça, et après, est-ce que ça vaut le coup de le dire? Alors, vous pesez la balance, et le pour et le contre. Je me suis dit, dans l'incertitude, ça vaut le coup. Dans l'incertitude. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on vous disait, est-ce que vous croyez au paradis ou vous n'y croyez pas? Dans l'incertitude, il vaut mieux y croire. Vous ne perdez rien à y croire parce que vous allez tout gagner. Si vous n'y croyez pas, vous perdez tout direct. Donc dans l'incertitude, il vaut mieux croire au bonheur. Et là, c'est pareil. Vous vous débarrassez, vous faites un sacrifice dans l'incertitude de savoir si ça va être bon ou pas bon, mais comme il y a une incertitude où ça peut être bon, vous vous dites, je tente, vous voyez, c'est un coup de poker. Voilà, c'est un coup de poker la vie. C'est ça. En ce moment là, je joue du poker. C'est ça, c'est exactement ça. Vous voyez, où j'ai tout à gagner comme tout à perdre. Tout à perdre. Ben oui. C'est quand même ma vie que je donne. Vous voyez, je perds tout aussi. Pour quelle raison? Voilà. C'est pas facile à comprendre. Hein. C'est quand vous êtes au fond du trou que vous savez que pour se relever, c'est dur. C'est là que vous savez qu'il il faut en avoir pour se relever. C'est là c'est là qu'on voit l'homme. C'est au fond du trou. Voilà. En quelque sorte, il faut aller jusqu'au fond du trou. Atteindre le fond du fond. C'est pour ça qu'il faut 15 ans de bagarre. Vous lâchez pas l'affaire. On ne lâche pas l'affaire. C'est ça qui donne le plus de difficultés. C'est d'arriver à lâcher l'affaire. Il y a des types qui sont amoureux d'une femme depuis 40 ans, vous voyez, qui ne lâchent pas l'affaire. Il y a des types qui aiment quelque chose, ils donnent leur vie, ils ne lâchent pas l'affaire. Voilà. Là, il faut arriver à lâcher l'affaire. C'est comme un Bouddha, comme je vous dis, il a lâché l'affaire. Les biens matériels ne l'intéressent plus. Il a lâché. Il a lâché, c'est là qu'il éteint l'éveil. Parce qu'il peut s'adapter au monde réel. Voilà. C'est le sens du cours numéro 115 d'art dramatique. Ce soir, on est allé loin. Moi qui voulais plus vous faire de théorie. Je vous en ai... On termine là, ça suffit pour ce soir. Je vous remercie de m'avoir regardé. C'était le cours 115 d'art dramatique.
Merci, au revoir.